Shein, c'est la marque qui habille le monde à coups de clics grâce à son marketing agressif et ses prix dérisoires. En 2021, Public Eye révélait la face sombre de ce géant devenu roi de l'ultra fast fashion. 4 ans plus tard, les excès sont toujours là et c'est pas beau à voir. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et nous revoilà 4 ans plus tard à faire le point sur Shein. Du côté de Public Eye, on se souvient d'un modèle d'affaires démentiel qui allie algorithme, exploitation des personnes et destruction de la planète. Non, c'était pas un très bon souvenir. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et jusqu'où sommes-nous prêts encore à fermer les yeux ? J'en parle avec Géraldine Viret, bonjour. Salut Damian. Tu es rédactrice et porte-parole chez Public Eye. J'en parlais donc à l'époque, Public Eye a été la première à enquêter sur la manière dont les articles Shein sont produits, les conditions de travail vraiment. Depuis, l'entreprise a littéralement explosé. Quelle est l'ampleur de la multinationale aujourd'hui ? Peut-être je reviens un tout petit peu en arrière pour poser le décor. Quand on a commencé à s'intéresser à Shein, on était en 2020. C'était l'époque du Covid et le commerce en ligne était en train d'exploser à cause du confinement. Je pense que tu t'en souviens. Nous, on voulait s'intéresser aux acteurs chinois. Parce que voilà, la Chine, les acteurs chinois ont quand même des années d'avance sur les stratégies de vente en ligne. Et puis, on est tombé sur cette société, ce site Shein, dont on n'avait pas ou quasi pas entendu parler. Ensuite, son app a dépassé Amazon comme app pour le shopping. Et là, on s'est dit, il y a vraiment une révolution qui est en train de se faire. Il y a vraiment quelque chose à creuser. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Shein, c'est le site de vêtements le plus fréquenté. On estime qu'il y a environ 500 000 articles qui sont en ligne simultanément, un assortiment gigantesque. Au niveau du chiffre d'affaires, les chiffres qu'on a, on n'en a pas beaucoup, mais on parle de 37 milliards. Ça, c'est les chiffres de 2024. Je crois que c'est important de regarder ce chiffre parce que c'est plus ou moins l'équivalent du chiffre d'affaires d'Inditex, propriétaire de la marque Zara. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en quelques années, Shein a connu une croissance phénoménale et a réussi vraiment à imposer un nouveau modèle d'affaires qui est celui de l'ultra fast fashion. Ok, donc Shein est vraiment devenu un mastodonte, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Dans votre enquête de 2021, vous aviez mis en lumière les conditions de travail très dures chez Shein. Depuis, d'autres médias ont mené l'enquête. On regarde un extrait. Quels sont vos horaires de travail ? Le matin, je commence à 8h et je finis à midi. L'après-midi, je reprends de 13h30 à 18h. Et le soir ? Le soir, je fais des heures supplémentaires de 19h à 22h. Et vous travaillez le week-end ? Le week-end, je ne fais pas d'heures supplémentaires, je m'arrête à 18h. 75 heures de travail par semaine, un seul jour de congé par mois. Avec 10 ans d'expérience, elle touche moins de 4 francs de l'heure et les travailleurs moins qualifiés sont encore moins payés. On vient de voir des images de la télévision française reprises dans une émission de la RTS qui montrent globalement des conditions de travail très dures, des cadences effrénées. Donc, trimer pour Shein, c'est toujours une réalité ? Oui, c'est toujours une réalité. Dans notre première enquête en 2021, on avait mis en lumière, et on le voit avec ce témoignage d'ouvrière, des heures de travail vraiment hallucinantes, jusqu'à 75 heures par semaine, un seul jour de congé par mois. Les personnes étaient aussi rémunérées à la pièce, et ça c'est un problème énorme, parce que ça veut dire que pour gagner un salaire correct, les personnes doivent trimer, doivent travailler comme des robots. Ces problèmes-là, ils sont toujours en cours aujourd'hui. Il y a aussi énormément de travailleurs migrants, migrantes qui n'ont pas de relation formelle de travail, pas de contrat de travail. Après la publication de cette enquête, il y a beaucoup de grands médias qui sont intéressés à Shein et qui sont intéressés spécifiquement à ce qu'on avait dénoncé, c'est-à-dire les mauvaises conditions de travail. Shein a dû réagir. Ils ont commencé au fur et à mesure à communiquer, à faire de belles promesses en matière de durabilité, à annoncer un audit dans les usines. Alors ce qu'on a voulu faire en 2023, c'est aller voir concrètement sur place s'il y avait eu des changements. Les enquêteurs sont retournés sur place, ils ont parlé avec pas mal d'ouvriers et d'ouvrières et on constate malheureusement que tous ces problèmes-là restent quand même la norme dans les usines ou les ateliers qui fabriquent pour Shein. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la communication de Shein a évolué mais pas les pratiques. Et qu'en est-il des salaires ?
Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas eu tellement d'évolution. Après, dans son rapport d'audit, Shein mettait en avant le fait que les salaires qui sont versés aux ouvriers et ouvrières sont bons dans le contexte chinois et pour ce type de travail. Et c'est vrai, ces salaires, ce sont des salaires corrects. Par contre, ce que Shein oublie de mentionner, c'est le nombre d'heures qu'il faut travailler pour gagner ce salaire. Et là, c'est des heures hallucinantes, en fait, pour avoir un salaire qui te permette de vivre. Shein concentre énormément de critiques, dans la presse notamment, pollution, surproduction, conditions de travail. Mais quand même, pourquoi vouloir à tout prix s'acharner sur Shein spécifiquement ? Bon, je crois pas qu'on puisse parler d'acharnement au vu des enjeux que cette ultra fast fashion pose. Moi, je pense que Shein, ça incarne quand même une forme extrêmement poussée de capitalisme mondialisé qui, pour maximiser les profits, va être prête à sacrifier tout. Sacrifier les droits humains, sacrifier la qualité, la sécurité des produits, les notions de justice sociale, la planète. Donc, il faut pas s'acharner sur Shein, mais c'est impératif de parler de ces choses-là et d'essayer de faire avancer les choses. Là où je te donne raison, c'est qu'il n'y a pas que Shein dans ce modèle. C'est important aussi d'aller regarder les Temu, Alibaba, Wish et d'autres plateformes qui posent aussi des problèmes similaires. Et puis, faut pas oublier non plus qu'il y a tous ces grands acteurs traditionnels de la fast fashion, Inditex, H&M et consorts, qui en fait, même s'ils sont sous le feu des critiques depuis des décennies, n'ont pas vraiment changé leur modèle d'affaires. Donc dans ce débat-là, dans ce combat-là, je crois qu'il faut avoir une approche plus globale et pousser pour des lois qui encadrent l'ensemble du secteur et pas seulement certains acteurs. Donc si je comprends bien, Shein représentait en quelque sorte la pointe avancée de ce que vous dénonciez déjà avec les autres acteurs de la fast fashion. Disons qu'aujourd'hui, on voit que cette fast fashion, elle a été poussée à un niveau extrêmement élevé en fait. L'ultra fast fashion, on est complètement déconnecté de toute réalité, c'est une mode de la démesure. Récemment, Shein a aussi fait beaucoup jaser en s'installant au BHV à Paris, un lieu symbolique de la consommation française. On regarde un extrait. Les scandales n'auront rien changé. Shein, le géant chinois de l'ultra fast fashion, ou mode éphémère si vous préférez, ouvre aujourd'hui son premier magasin au monde et il le fait ici en plein cœur de Paris, un espace de 1200 mètres carrés au sein du BHV, magasin emblématique du centre de Paris. Depuis des semaines, politiques, ONG et même d'autres entreprises de la mode alertent sur les dérives du modèle Shein, mais qu'à cela ne tienne, il y a déjà des dizaines de clients présents aujourd'hui pour attendre l'ouverture du magasin. Complice de pédocriminalité! Complice du génocide! Vous n'avez pas d'esquisse! Honte à vous, c'est celles qui vont acheter ne serait-ce qu'un article! Pour moi, Shein représente le pire de fast fashion. C'est une vidéo du HuffPost. D'un côté, on voit des files d'attente de clients interminables, de l'autre, des manifestants et manifestantes. Est-ce que c'est révélateur, selon toi, de nos ambiguïtés face à la fast fashion ? Bon, moi, je trouve que c'est déjà assez emblématique de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de bruit de tous les côtés, mais finalement, il y a peu d'espace de dialogue. Et je crois que cette rue qui sépare manifestants et consommateurs et consommatrices, c'est assez symbolique de ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que sur ces questions de mode, il faudrait surtout qu'il y ait un véritable dialogue. Qu'on puisse parler des enjeux, parler de pourquoi en fait cette ultra fast fashion attire aussi. Et puis elle n'attire pas seulement les jeunes, et pas seulement les personnes qui ont des petits budgets. Aujourd'hui, il y a des gens de toutes les franges de population qui consomment chez Shein. Et je pense que ce serait bien de pouvoir parler de ça. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est cette volonté qu'a le mouvement anti-fast fashion aussi de remontrer à Paris, dans la rue, les conséquences de ce modèle d'affaires, de les incarner. Ça aussi, je crois que c'est important. Ils ont diffusé des images chocs, des témoignages d'ouvriers et ouvrières sur les murs d'un bâtiment à côté du VHV. Et ça, je trouve que c'est aussi une démarche qui est intéressante. Ce qui est aussi frappant, c'est que Shein, c'est un acteur qui, à la base, était purement en ligne. Quel intérêt pour cette entreprise à avoir un magasin physique ? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Déjà, un magasin physique, c'est une vitrine. C'est donner un visage social dans l'espace public à l'entreprise, l'incarner vraiment dans le paysage, en l'occurrence français, mais peut-être ailleurs. Donc, essayer de se poser finalement comme un acteur respectable c'est symbolique. Dans le paysage. Donc ça, c'est symbolique. Et dans ce sens-là, c'est clair que le BHV, c'est un lieu emblématique de la mode à Paris, donc il n'a pas été choisi au hasard. Je crois qu'il y a
un autre aspect qui est important à souligner, pour moi, c'est aussi une certaine manière de renverser la relation de pouvoir avec le gouvernement français. Parce que c'est clair que les autorités françaises veulent légiférer sur cette question anti-fast fashion. Il y a eu beaucoup de mauvaise publicité pour Shein. Et puis le message que ça envoie, regardez, on envahit quelque part un haut lieu symbolique de la mode française. On vous emmerde un peu. Vous faites de nous l'ennemi public numéro 1, mais nous, finalement, on fait que donner aux classes populaires ce qu'ils veulent et surtout ce dont ils ont besoin. Et ce message-là, on le voit aussi d'une manière très forte sur ces affiches que Shein a développées avec sa maison de communication. Des affiches pour essayer de dire finalement la mode, c'est un droit, c'est pas un privilège et il ne doit pas être réservé quelque part qu'aux élites. Donc Shein se pose en défenseur des classes populaires pour contrer les critiques et puis surtout pour déplacer le débat. Et ça, c'est une stratégie qui est très à la mode aujourd'hui. On a d'ailleurs ces fameuses affiches en studio avec le slogan « La mode est un droit, pas un privilège ». Elles sont assez frappantes, ces affiches, parce qu'elles sont très léchées, elles ont presque une esthétique qui évoque un peu le luxe. C'est nouveau, ce positionnement ? C'est vraiment nouveau. Alors, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Une chose, c'est justement ce style qui rappelle les affiches des marques de luxe. On voit aussi que Shein, dans le paysage français, essaye de revoir un peu ses codes, justement pour changer un peu son visage. Et il y a un décalage frappant entre l'esthétique de ces affiches-là et puis l'esthétique de son site, qui est devenu un immense bazar où on trouve de tout et rien de mauvaise qualité à des prix très bas. Avec des réductions de partout, des pop-up, etc. Des choses qui clignotent, etc. L'autre chose, c'est le message ici. La mode est un droit, pas un privilège. Pourquoi la mode ne serait réservée qu'aux riches ? On reprend à son compte un petit peu les valeurs, les mots de ses adversaires, donc la question des droits humains, pour la retourner à son avantage. Et moi, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un droit fondamental à être bien habillé ? J'ai relu la Déclaration des droits de l'homme. Et oui, il y a un article 25A qui dit, je le cite, « Toute personne doit pouvoir bénéficier d'un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, ce qui comprend l'accès à l'habillement. » Il y a quelque chose dans la Déclaration des droits de l'homme qui va dans ce sens. Mais Shein détourne ses valeurs, détourne ce discours. Et si on suit sa logique, en fait, qu'est-ce que c'est le droit à la mode selon Shein ? C'est un droit indéniable à s'acheter des tonnes de vêtements, bourrés de produits chimiques qui vont durer peut-être 3 lavages. Et en fait, ce narratif populiste, il l'utilise comme un bouclier pour se prévenir des critiques. Mais ça n'adresse pas du tout, en fait, les vrais problèmes d'une frange de la population française qui sont bien réels. C'est-à-dire, des revenus insuffisants pour vivre, une fracture sociale en France. Mais c'est pas avec Shein qu'on va résoudre ces problèmes-là. Donc Shein récupère ce discours pour contrer les critiques et puis pour déplacer le débat dans le contexte de la votation d'une loi en France anti-fast fashion. Si comme moi vous êtes sensible à ce sujet, abonnez-vous et partagez l'épisode autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Quand on tournait ce podcast il y a quelques années sur l'émergence justement de Shein, je me souviens que la communication n'était pas encore était encore un peu maladroite, pour le dire ainsi. Face aux critiques, Shein ne savait pas trop comment faire. Aujourd'hui, ça a changé ? Il y a eu une évolution radicale et quand même assez rapide quand on regarde. En 2021, quand on a publié notre enquête, c'était silence radio. Ils n'ont pas répondu aux questions qu'on leur a envoyées en amont. Et puis ensuite, ils ont commencé à donner quelques petites réponses aux médias. Il y a eu un tel écho médiatique, un tel intérêt pour ce modèle d'affaires qu'ils ont dû très rapidement un petit peu rattraper leur retard en matière de communication. Donc c'est allé par étapes. Première étape, ça a été un petit peu de regarder qu'est-ce que font les autres en matière de responsabilité d'entreprise et puis de développer un peu le b.a.-ba. Ça commence par un code de conduite de ses fournisseurs. Code de conduite fournisseur, c'est toujours une manière quand il y a des problèmes de se dédouaner de la responsabilité. C'est pas nous, c'est nos fournisseurs. Et puis en plus, regardez, on leur avait dit dans un code de conduite qu'ils ne devaient pas faire comme ça, sans remettre en question les pratiques. Ils ont aussi commencé à sponsoriser des projets qui touchent à des valeurs qui sont importantes dans la société, des projets d'inclusion, sur la diversité, et puis aussi des projets en Afrique, particulièrement au Ghana, qui essayent de lutter contre tous ces problèmes de pollution textile. Et ça, c'est une manière très maladroite, mais qui peut-être fonctionne légèrement,
de dire regardez, on s'engage, mais on s'engage pour quoi ? On s'engage pour un problème qu'on alimente nous-mêmes, parce que évidemment le modèle d'affaires Shein, c'est à l'origine d'un gaspillage et d'une pollution textile phénoménale aussi. Et ça, c'est un peu toutes des mesures sparadrap qu'on met en place. Et ensuite, il y a eu l'étape suivante. On est en France, il y a une loi anti-fast fashion qui est votée par l'Assemblée nationale. Et là, vraiment, il y a danger pour le modèle d'affaires de Shein. Il y a danger aussi au niveau de l'Union européenne, qui veut aussi adopter des réglementations qui seraient vraiment assez mauvaises pour le modèle d'affaires. Il y a aussi beaucoup de discussions, Trump, les droits de douane. Donc, on est dans un contexte qui est pas très favorable. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent vraiment l'artillerie lourde. C'est-à-dire, on commence à engager un ancien ministre de l'Intérieur pour faire notre lobbying en France. Et Castaner. On engage une grande société, une grande boîte de communication pour gérer notre image, pour faire la communication de crise. Et puis, on réfléchit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à un narratif qui va nous permettre de naviguer, en fait, et d'essayer de continuer à gagner quelque part le cœur, ou en tout cas les habitudes d'achat des consommateurs et consommatrices. Et on en est là aujourd'hui. On ne pourra pas non plus passer à côté. Il y a eu aussi de nombreuses polémiques sur la nature des produits vendus. Sur la plateforme, on a retrouvé des poupées sexuelles à caractère pédophile ou encore des armes de catégorie A. Les produits ont été retirés, mais est-ce que ces dérives révèlent quelque chose du fonctionnement de Shein, d'après toi ? Bon, c'est clair, c'est des dérives qui sont hyper graves et pour moi, ça montre bien le degré d'irresponsabilité de Shein. Ça montre aussi cette nécessité, je pense, de vraiment mieux encadrer, mieux réguler les plateformes. Il faut vraiment pouvoir empêcher que des produits qui sont dangereux, qui sont illicites, finissent sur le marché suisse ou le marché européen. Il faut que ces produits soient tenus de respecter les réglementations en vigueur qu'on a chez nous. Et puis surtout, il faut que ces plateformes, elles puissent être tenues responsables. S'il y a des produits dangereux comme des armes ou des produits illicites, je crois qu'il y a aussi la question des douanes. Aujourd'hui, les douanes suisses n'ont absolument pas les ressources pour contrôler les milliers de paquets qui arrivent dans notre pays par avion. Là, il y a vraiment un renforcement, quelque chose qui doit être fait au niveau de la législation et de sa mise en œuvre. Après, si on se place du côté du consommateur, consommatrice, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant parce que, évidemment, il y a les arguments sociaux, les personnes qui sont exploitées en Chine et ailleurs. Évidemment, il y a les arguments environnementaux et climatiques. Cette ultra fast fashion, c'est un désastre. Mais il y a aussi des arguments autres qui sont la sécurité et la qualité des produits. Et je crois aujourd'hui qu'il y a personne qui a envie d'acheter des vêtements dont un tiers contiennent des substances chimiques qui sont interdites ici. Comme révélé par Greenpeace récemment. Comme révélé par Greenpeace Allemagne, y compris dans les vêtements pour enfants. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va porter à même la peau. L'effet à long terme est certainement pas bénéfique. Et puis, personne n'a envie non plus d'acheter un nounours Shein pour ses enfants, petits-enfants, avec des risques d'étouffement énormes. Ça, c'est aussi une enquête, je crois, de bon à savoir, qui vient de sortir, qui montre que ces produits-là, ils sont absolument pas sûrs. Et ça, pour moi, ça doit être un argument pour un renforcement de la loi, mais aussi pour une prise de conscience des consommateurs et consommatrices que ces deals, ces prix très très bas, on n'est pas gagnant là-dessus sur aucun point. Et tu me disais avant d'enregistrer ce podcast qu'une chose qui était passée sous le radar, c'était potentiellement que Shein était passé d'une boutique en ligne à une plateforme. Dans cette question de la régulation, il faut bien voir que Shein a travaillé sur sa réputation pour essayer de contrer toutes ces volontés de régulation en France ou dans l'Union européenne. Mais elle a travaillé aussi un peu en souterrain sur sa structure. C'est-à-dire qu'avant, Shein, c'était un détaillant. Et les détaillants sont soumis, disons, à un niveau de responsabilité quand même plus grand. Discrètement, elle a changé ses statuts. Shein est devenue une plateforme qui vend les produits de plein de petits détaillants chinois. Et cette manière-là, c'est une manière d'anticiper aussi les nouvelles réglementations et tout mettre en place pour pouvoir s'en dédouaner à l'avenir. Je crois qu'on l'a un peu évoqué déjà dans le cadre de cet entretien. C'est la France qui est aux avant-postes de la lutte contre la fast fashion, avec une loi anti-fast fashion notamment. Qu'en est-il en Suisse ? Quelles sont vos revendications ? Ce qui se passe en France, déjà, c'est vraiment hyper intéressant, hyper agité aussi. Donc, on a cette loi anti-fast fashion qui veut pousser les entreprises à restreindre leur empreinte environnementale, donc avec un éco-score, avec une taxe, potentiellement une interdiction de la publicité également. On voit que c'est très débattu. Pour l'instant, le processus, il est plus ou moins bloqué.
Mais on va voir ce que ça donne. Moi, je trouve ce qui est hyper positif en France, dans l'Union européenne et ailleurs aussi, même en Suisse, c'est que, en fait, cette question de la mode, ça devient quand même un débat public, un débat politique, un débat de société. Et ce genre de discussions-là, on les avait pas il y a quelques années. Donc ça, c'est des développements assez positifs. En Suisse, nous, on a fait une proposition concrète pour lutter contre les dérives de la fast fashion. C'est la création d'un fonds suisse pour la mode. Donc, ce serait de créer une taxe anticipée sur tous les nouveaux vêtements qui pénétreraient le marché helvétique. Donc voilà, pour tout vêtement, les entreprises devraient payer une taxe et cette contribution-là, elle serait plus ou moins grande en fonction du degré de durabilité des produits. Cet argent-là, il serait utilisé pour différentes choses. Déjà pour améliorer la collecte et le tri des vêtements, le recyclage, parce que c'est évidemment une immense problématique. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 tonnes de vêtements en Suisse chaque année qui sont soit jetés à la poubelle comme des déchets ou qui sont exportés vers des pays à revenus plus faibles, finissent dans des décharges à ciel ouvert. On a tous vu ces images. Donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Une partie de ces fonds serait aussi utilisée pour financer des initiatives qui visent à prolonger la durée de vie des vêtements. Parce qu'aujourd'hui, le vêtement, il est porté quelques fois, puis ensuite, il est très souvent jeté. Il faut vraiment essayer de prolonger la durée de vie des vêtements, par exemple avec des bons à la réparation. C'est des choses qui sont déjà en vigueur dans d'autres pays. Et puis des programmes aussi de sensibilisation envers les entreprises, envers la population, pour essayer d'avoir de meilleures conditions de travail sur toute la chaîne d'approvisionnement. On a récolté plus de 34 000 signatures pour cette pétition, on l'a soumise aux autorités, et la réponse est arrivée rapidement. Ce qu'on voit en Suisse quand même, c'est qu'il y a une prise de conscience, mais qu'au niveau des autorités, on continue quand même à miser sur la bonne volonté des entreprises, des initiatives sectorielles, sur une base volontaire. On s'organise pour améliorer un peu les choses, mais il n'y a jamais rien de contraignant. C'était ça la réponse des autorités. C'était ça la réponse des autorités. Ils estiment qu'à ce stade, les choses qui sont mises en place sur une base volontaire sont suffisantes, mais que s'il y a lieu, ils envisageront d'autres mesures. Et nous, on pense qu'il y a lieu maintenant, en fait. Il faut absolument réguler ce secteur. C'est quand même assez fou ce qui est devenu la fast fashion, qui était déjà pas un modèle idéal avec Shein et l'ultra fast fashion. On a l'impression que tout accélère, la production, la consommation de vêtements, le prêt-à-porter, comme tu l'as dit, est devenu quasiment du prêt-à-acheter. Est-ce qu'on peut encore espérer réguler ce modèle, quasi hors de contrôle, ou est-ce qu'il faut complètement repenser notre rapport aux vêtements et à la mode ? Bon, moi, je crois que l'un va pas sans l'autre. Repenser notre rapport à la mode d'un point de vue individuel, je pense que c'est important de se poser les bonnes questions. Ne serait-ce que déjà, est-ce que j'ai besoin vraiment de ce nouvel article, ce Xème paquet que je vais commander ? Et est-ce que ça va vraiment améliorer ma vie ? Et puis, consommer moins et consommer mieux. Donc, ce rapport-là, on doit le faire. Mais je crois pas qu'on puisse reporter simplement la responsabilité sur les consommateurs et consommatrices. Ça fonctionnera pas, en fait. Il faut vraiment qu'au niveau des États, on décide d'assumer nos responsabilités, qu'on mette en place des législations pour encadrer ce secteur, et puis aussi pour privilégier, pour favoriser l'émergence de modèles d'affaires qui soient beaucoup plus durables. Et ça, c'est un cercle vertueux, et je crois qu'on peut pas attendre encore très longtemps quand on voit vraiment toutes les dérives de ce modèle. Et on l'a vu, les débats sont encore très vifs. On espère bien sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion d'un futur épisode de podcast. Merci Géraldine Viret. Merci à toi Damien. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les références sont en description d'épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.